Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des mères de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mère. Oh, c'est une sacrée vie de mère. Nous sommes en novembre, une tempête vient de traverser la France et un peu par hasard, à l'occasion d'un week-end en amoureux en pleine nature, je me retrouve en Mayenne, dans le charmant village de la Bazouge de Chéméré, peuplé de 516 habitants. Un matin, en parcourant distraitement LinkedIn, je tombe au hasard sur une cartographie des communes participatives françaises élaborée par la coopérative Fréquence Commune. Cette carte en ligne répertorie les territoires où des élus municipaux s'efforcent de réinventer la démocratie locale. À ma grande surprise, la Bazouge de Chéméré, mon havre de paix en région Pays de la Loire pour le week-end, y figure. Ni une ni deux, je saisis mon téléphone et encore par hasard, qui fait définitivement bien les choses, Madame la maire se montre disponible pour un entretien dimanche matin. Dès mon arrivée à la mairie, Marie Mandeli m'invite à découvrir la halle du village, un lieu où l'esprit de vivre ensemble s'exprime pleinement. 2 fois par mois, Mathieu, le boulanger, et Corentin, le maraîcher bio, y proposent leurs produits locaux. Alors, tous les 15 jours, c'est en vente directe et ça permet aussi aux gens de se voir, de discuter, de se rencontrer. Un moment de rencontre et de partage. C'est difficile. Cette visite me permet également de plonger dans l'histoire de la Bazouge, autrefois renommée pour ses mines de charbon et dont la population a atteint jusqu'à 1800 habitants en 1850. La mine de charbon, c'est vrai que ça a fait 50 ans l'arrivée. La chaux et le charbon. Ouais, il y avait combien de commerces? C'était impressionnant. Il y en avait presque dans toutes les maisons, il y avait un café quoi. Il y avait 23 cafés je crois. Si je me souviens ce que mon père il me disait. Plus Maréchal Ferrand. Si Maréchal Ferrand, Ouais, il y avait un garage, un hôtel, une modiste. Tu l'as connue, ouais. Elle est à côté de chez Jean-Luc, sur la place, elle était là. De retour dans son bureau avec Marie Mandeli, 70 ans et maire de la Bazouge de Chéméré depuis 2022, on a parlé de son enfance au sein d'une famille ouvrière et immigrée d'origine italienne, de communication positive, de résolution de conflits et de gouvernance partagée, et de cantines rebelles, alimentées en produits bio et locaux, bien sûr. Madame Mandeli, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à la Bazouge Chéméré pour ce nouvel épisode de Vie de mère. Juste, c'est de Chéméré. Ah, pardon. Oui, je vous en prie. Mais voilà, je pense que les habitants vont être sensibles à de Chéméré. Je comprends. C'est le titre de noblesse de la ville. C'est ça, Bazouge, voulant dire basilic. Ah. Et on trouve beaucoup dans le coin de Bazouge, Bazougé, avec toujours quelque chose derrière pour nous distinguer. Donc nous, c'est de Chéméré. Ah, très bien. Je respecterai. Madame Mandeli, qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petite ? Alors, quand j'étais petite, déjà, je suis née dans un milieu ouvrier. Mon grand-père était italien. Il est arrivé en France, comme beaucoup d'Italiens à l'époque, quand Mussolini a pris le pouvoir. Et il ne voulait pas être encarté, donc il a choisi de quitter son pays pour venir s'installer en France. Et beaucoup d'Italiens se sont installés plutôt dans l'Est de la France et lui est arrivé dans les Ardennes. Donc voilà, quand j'étais petite, mon père était ouvrier. Donc je suis née dans cette famille ouvrière qui m'a donné des valeurs que j'ai encore. Et c'est quoi ces valeurs ? Alors ces valeurs, je dirais liberté, égalité, fraternité, aller jusqu'au bout de ce qu'on commence, des valeurs que j'appelle des valeurs humanistes. Donc la notion d'engagement, qui je me rends compte est très forte chez moi et qui est certainement liée aux valeurs qu'on m'a inculquées dans ma famille. Donc quand j'étais petite, mon rêve c'était maîtresse ou hôtesse de l'air.
Classique pour les petites filles. Classique pour les petites filles, mais alors ça, il y a des raisons à ça. Hôtesse de l'air, j'avais un cousin, le mari de ma marraine, qui était pilote, et j'étais en admiration devant cet homme-là, qui était bel homme, et qui était en plus pilote. Alors, vous voyez Laura, et j'allais régulièrement en vacances chez eux, donc je pense que mon envie d'être hôtesse de l'air était liée à ça. Et maîtresse, bah oui, c'est assez classique aussi. Donc, je suis devenue maîtresse. C'est-à-dire qu'enseignante, à l'époque, on passait le concours éducation nationale à 15 ans, donc en fin de troisième. Et quand on avait le concours, on faisait ses années de lycée dans ce qu'on appelait l'école normale à l'époque, plus les années de formation professionnelle. Et on s'engageait, on avait un engagement décennal avec l'État, ce qui veut dire que j'ai eu le concours en fin de troisième, et voilà, ma voie était tracée, tu seras maîtresse, au moins pour 10 ans après. Sauf que moi, ça m'a plu, mais je me souviens de camarades de ma promotion à qui ça n'a pas plu du tout. Donc c'était fort à 15 ans de se trouver quand même engagé déjà dans un chemin tout tracé, avec une pression quand même que j'ai vécue moi, c'est-à-dire que si tu arrêtes tes études, elles sont gratuites, mais tes parents doivent rembourser. Alors ça, c'était une pression qui était pesante pour moi quand on vient d'un milieu ouvrier. De se dire, si j'arrête ou si ça ne me plaît pas, mes parents devront rembourser. Donc voilà, mais en fait, je suis devenue maîtresse, enseignante, ça m'a plu, et formatrice dans la formation des enseignants. Et votre maman, elle était ouvrière aussi ? Alors, maman, oui, maman était ouvrière, elle a travaillé. Alors, je dirais que maman a eu ses enfants, et puis après, elle a souhaité, donc ça l'a obligée quand même à arrêter le travail, où au départ, elle était ouvrière. Après, quand on a grandi, elle a repris un travail en bureau cette fois-ci. Et quand on parle de l'évolution de la condition de la femme, moi, maman a passé son permis la première. Maman est allée travailler, papa faisait... Alors, il y a des clichés ou des idées reçues sur les Italiens, mais il faisait la cuisine, il faisait... Voilà, donc il faisait à manger. Maman elle aimait beaucoup mettre du vernis. Papa lui mettait du vernis. Voilà. Et donc, j'ai toujours vu mon père participer à toutes les tâches quotidiennes, alors qu'il avait un boulot en fonderie très, très difficile. Il faisait les 3-8. Et c'était quand même, c'était un travail usant, et qui l'a fait mourir prématurément au moment où il aurait pu être en retraite, quoi. Et dans votre famille, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui étaient engagés dans des associations ou à certains niveaux politiques ? Oui, mon oncle, un de mes oncles, plus âgé que papa, est devenu maire de la commune où j'ai grandi. Donc, alors, tous les frères, là, ils avaient des surnoms dans la fratrie. Donc, papa, c'était Doudou, et mon oncle, c'était Titi. Et dans la commune, on les connaissait que par ces surnoms. J'ai un autre de mes oncles qui était parti en région parisienne, qui a adhéré au Parti communiste. Enfin, il y avait des valeurs clairement affichées de gauche, même si maintenant, ça veut peut-être plus dire grand-chose, mais en tout cas, oui, il y avait des valeurs affirmées de gauche dans la famille, et de mettre en acte les valeurs auxquelles on croyait. Et contrairement à ce qui pourrait se passer maintenant, moi, mon grand-père, quand il a choisi de vivre ensemble, en France, mon grand-père ne voulait plus qu'on parle italien devant lui. Donc, pour quelle raison ? Pour quelle raison ? L'Italie, c'était devenu le fascisme, c'était devenu le pays qui l'avait rejeté. Et donc, il a rayé la langue italienne de sa vie quotidienne.
Papa parlait, moi, alors c'est un peu comme le breton ici, papa parlait le bergamasque, qui est un patois. Moi, quand on parle bergamasque devant moi, je ne comprends pas. Et moi, j'ai appris l'italien à l'école parce qu'on ne parlait pas italien dans la famille. L'intégration, pour mon grand-père, ça passait par parler la langue. Et c'est dommage parce que cette richesse de la double culture... du coup, c'était compliqué pour donc lui. c'était vraiment radical, le choix politique, finalement, qui va avoir un impact sur la vie familiale et intime très fort. Pour mon grand-père, papa, après moi, quand j'étais petite, on est allé très souvent en Italie. Mon grand-père faisait partie d'une grosse fratrie, c'est le seul à avoir migré en France, donc il restait ses frères et sœurs en Italie. Et donc, quand j'étais petite, et encore après, on allait régulièrement en Italie voir la famille. Donc, ce goût pour la politique, est-ce que vous l'avez déjà développé à cette époque ou c'est plus, par exemple, en devenant maîtresse, peut-être en voyant, j'imagine qu'en étant maîtresse, on voit aussi plein de situations sociales et on a beaucoup de liens avec les gens de la commune, de l'entourage? Alors, je ne sais pas si c'est un goût pour la politique, enfin, en tout cas, je ne le nommais pas comme ça, c'était vraiment une volonté de m'engager pour améliorer le vivre ensemble. Donc, je le faisais au quotidien dans ma classe. J'exerçais à Sedan. Enfin, les Ardennes, c'est un département qui s'est extrêmement paupérisé avec la fermeture des entreprises. Et j'avais vraiment dans ma classe des enfants qui n'avaient pas forcément de quoi manger, dont les parents avaient perdu leur travail. Enfin, donc il y avait un vrai besoin. Et je m'engageais au quotidien dans ma classe et puis aussi sur des temps périscolaires. Mais pas spécialement dans le milieu associatif. Et la politique, enfin m'engager en politique, ça n'a jamais été mon projet. Et concrètement, ça se matérialisait comment dans la classe, le vivre ensemble ? Le vivre ensemble, c'était apprendre à s'accepter avec nos points communs et nos différences. Apprendre à communiquer autrement que par des coups et des insultes. Enfin, moi, j'ai suivi aussi un chemin de formation pour apprendre et m'emparer d'autres outils relationnels, et en particulier d'outils de communication non violente. Comment apprendre à m'affirmer sans agresser l'autre. Donc, dans la classe, oui, ça se traduisait par des outils à donner aux jeunes que j'avais devant moi. Comment vous avez entendu parler de ces... De ces outils-là ? Oui. Alors, comment j'en ai entendu parler ? Déjà, quand j'ai passé mon diplôme de maître formateur, on appelle ça comme ça, pour être formatrice d'adultes, j'ai fait un mémoire là-dessus, sur comment apprendre à mieux vivre ensemble. Là, c'était au travers de l'éducation physique et sportive. Et puis, au fil des ans, je dirais, j'ai découvert... Enfin, si le vivre ensemble, c'est un enjeu de santé publique. La prévention des violences, c'est un enjeu de santé publique. Quand j'ai pris mon poste à Laval, il y a 22 ans à peu près, on avait vraiment une problématique autour du vivre ensemble, donc qui était la suivante: comment apprendre à mieux vivre ensemble pour la meilleure réussite de tous. Parce qu'on voyait bien que les enfants qui ne savaient pas gérer leurs émotions avaient des réponses violentes physiques ou verbales, et puis ne savaient pas gérer leurs émotions. Que ceux qui avaient le vocabulaire allaient piquer là où ça faisait mal, et qu'en face, celui qui n'avait pas les mots pour le dire avait des réponses violentes, physiques ou verbales. Ce qui veut dire que je me suis adressée à la médecine scolaire, qui m'a donné le nom de 2 associations qui pouvaient venir nous former. Parce que j'étais formatrice d'adultes, l'Éducation nationale ne nous proposait pas de formation sur le vivre ensemble. On pouvait se former en maths, en français, dans les différentes disciplines. Souvent, quand on parle comment on forme les professeurs ou les instituteurs, c'est vraiment le manque
comment, enfin, on leur apprend les matières, mais pas vraiment comment est-ce qu'ils vont exercer leur métier finalement. On fait comme si, en tout cas c'est comme ça c'était avec moi, ça a peut-être bougé un petit peu, puis tant mieux, mais on fait comme si on avait les outils relationnels de manière innée, alors qu'il y a toute une boîte à outils dont il faut s'emparer. Déjà par rapport à moi, comment je communique avec les autres, comment je communique dans mon milieu professionnel avec mes élèves, avec les familles, avec mes collègues, puis chez moi, comment je communique avec mes enfants, comment je communique avec mon mari, avec mes proches. Donc là, on a choisi, quand je dis on, c'est toute l'équipe, donc enseignants et personnel non enseignant, on a même fait la place à quelques parents, de vivre ensemble une formation qui nous doterait d'outils relationnels pour pouvoir après former dans l'établissement les jeunes qu'on avait devant nous. Parce qu'on n'est pas bien, quand on n'est pas bien dans un endroit où on travaille, quand on n'est pas bien, on peut pas être bien avec les jeunes en milieu scolaire qu'on a devant nous. Et si nous, on n'est pas bien, eux, ils vont pas pouvoir être bien non plus. Et concrètement, ces outils de non-violence, comment est-ce que ça fonctionne ? Un cas concret ? Alors, un cas concret, Jacques Salomé, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup travaillé sur la relation à l'autre, il parle du tu qui tue. Si je dis, supposons qu'on soit collègues toutes les deux, et je vous dis, non, mais ce que tu fais, ça va pas, c'est toujours la même chose avec toi, tu exagères, j'en ai marre. Là, j'ai employé le tu qui tue, qui va faire que vous vous sentez agressé, et puis j'ai employé un mot qui généralise, c'est toujours la même chose avec toi, toujours. Donc, cette formation nous a appris à repérer les mots qui généralisent, puis nous a appris à nous exprimer en « je ». Quand j'entends ce que tu dis, je suis en colère, parce que on en a déjà parlé. Je ne sais pas si c'est parlant pour vous, mais c'est un exemple. Et puis, ça commence, ce type de formation aussi, par plein d'exercices de cohésion pour apprendre à mieux se connaître. Si je me connais bien moi-même et si je connais bien l'autre, je vais être moins enclin à aller piquer où ça fait mal. Et puis, ça nous apprend à gérer nos émotions et à voir que quand on a des émotions, elles sont reliées à des besoins satisfaits ou pas satisfaits. Et ça change tout. Au lieu d'être dans émotion-réaction, je suis en colère, et quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Et ça, en tant qu'élu, ce sont des outils qui m'ont été très, très, très précieux et qui me sont toujours très précieux. Donc, vous me dites, il y a 22 ans, vous êtes arrivée à la Bazouge de Chéméré par amour. C'est exactement ça. C'est-à-dire que mon mari, on s'est connus quand on était jeunes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je vous passe nos parcours personnels, mais à un moment donné, lui, il est arrivé en Mayenne il y avait plus de 40 ans. Et à un moment, il m'a recherchée. Et on a repris les choses où elles en étaient restées. C'est un amour de jeunesse 25 ans, tout à fait. C'est-à-dire, quand on s'est rencontrés, qu'on était jeunes, on était mariés, mais pas ensemble. Et donc, voilà. Et quand il a divorcé, il m'a recherchée. Et on a repris les choses où elles en étaient restées. Donc, le fait est que ça a matché. Sinon, et après, se posait la question de lequel de nous deux bouge. Moi, je pense que je suis assez souple et je m'adapte facilement, et bouger, ça me plaisait bien. Mes enfants étaient grands. Pour autant, quand maman s'en va à 500 bornes d'ici, je vous dis pas qu'ils l'ont forcément bien prise sur le coup. Mais en tout cas, c'est moi qui ai demandé ma mutation que j'ai eue en 2001. Et je suis arrivée à la Bazouge de Chéméré. Et donc, à la Bazouge, vous êtes bien intégrée tout de suite ? Non. Enfin, non. Oui et non. C'est-à-dire que je travaillais à Laval. Moi, j'avais toujours habité en ville. Je travaillais en ville. Le fait d'habiter à la campagne, je trouvais ça super au début. Quand je rentrais le soir, j'avais l'impression d'être en vacances tous les soirs, quoi. Travailler en ville, moi j'aime aussi la ville, l'énergie, le mouvement qu'il y a en ville, ça j'aime beaucoup.
Et donc, comme je travaillais à Laval, je dirais qu'au départ, mon réseau s'est construit sur Laval. Puisque quand on rentre le soir, j'avais beaucoup de réunions en plus, étant formatrice. Je rentrais à la maison et je n'avais pas forcément beaucoup de contact avec les gens de la commune. Et les 2 premières personnes que j'ai rencontrées, effectivement, il y en a une qui, entendant et voyant mon nom écrit Mandeli, qui est d'origine italienne. D'ailleurs, je ne porte pas le nom de mon mari parce que Mandeli, c'est important pour moi. Quand j'étais petite, on disait les macaronis, les Rital. Enfin, j'avais du mal avec mon nom de famille et maintenant, c'est plutôt le contraire. Ce qui veut dire que la première personne qui a vu mon nom m'a dit « ces gens-là, ça bouge beaucoup ». Et là, c'est vrai que je me suis dit, mais j'arrive où là ? Je lui ai dit, je ne sais pas, moi c'est la première fois que je demande ma mutation. Et puis, deuxième exemple, j'ai rencontré une autre personne qui nous a dit à mon mari et à moi, vous ne serez jamais intégrés parce que vous n'êtes pas nés ici. Et puis, en plus, vous n'avez pas d'enfants ensemble parce qu'on en a chacun de notre côté. Et donc, l'intégration, ce qui est vrai, ça passe par l'école aussi. Et donc, ça va être difficile, voire impossible. Don't act, je suis maire actuellement de cette commune où je ne serai jamais intégrée, surprise. Pour autant, je ne voudrais pas donner cette image-là de la Bazouge, c'est parce que j'ai rencontré ces 2 personnes-là. Si j'en avais rencontré d'autres, et voilà, je sais que dans cette commune, il y a cette ouverture et cette envie d'accueillir des personnes qui peuvent être très différentes. Donc, comment est-ce que vous avez fait alors à ce moment-là ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, alors il faut que je fasse un effort peut-être ou que... Oui. Ouais. Oui, je me suis dit, il faut que je fasse un effort pour essayer de connaître les gens de la commune. Alors l'effort, il est faire partie d'une association, c'était compliqué. Parce que travaillant sur Laval, moi j'allais en salle de sport, mais la gym le soir à la Bazouge ne correspondait pas à mes horaires, donc j'allais en salle de sport à Laval et que mes activités avaient lieu sur Laval pour des raisons de facilité. Donc faire un effort, j'ai dit à mon mari, quand il y a des choses de proposer, je me souviens, c'était un repas proposé par une association, une des premières fois. C'était allons-y, puis ça permettra de connaître des gens. C'est pareil, sur ce premier repas, j'ai manqué de chance, entre guillemets. On est arrivé, on est accueillis, on nous installe près d'un groupe de personnes qui se connaissaient bien. Enfin voilà, c'était... Et puis tout d'un coup, quelqu'un vient nous dire, il y a une erreur, on s'est trompé. En fait, il faut que vous changiez de place et vous vous mettez là. Donc, je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui était charmant, mais le fait de devoir bouger et de se retrouver avec des personnes avec qui il y avait peu de liens, enfin peu de points communs, j'ai fait l'effort, mais ça a été pesant et ça a été compliqué. Pour autant, c'est passé par quand même... participer quand on pouvait à des actions menées à l'échelle de la commune. Et donc au fur et à mesure, vous avez réussi à vous créer un réseau, à faire des amis ? Pas beaucoup sur la commune, je dirais que beaucoup depuis que j'ai intégré une fonction d'élu. Mais alors, comment est-ce que vous êtes passé de « je connais pas grand monde dans la commune » à « je suis sur une liste » ? Alors, ça s'est fait, c'est pareil, dans mon parcours, à aucun moment... je ne me suis dit j'ai envie d'être élue. Vraiment, mais mon parcours professionnel s'est fait comme ça aussi et c'est au gré des rencontres. Jamais je ne me suis dit je voudrais être formatrice d'adultes. C'est au gré des rencontres que j'ai avancé qui me dit tiens, oui, finalement. Donc être élue et me retrouver sur une liste, alors c'était il y a 8 ans. C'est vrai que on était à la veille des élections municipales et quelqu'un me dit « je voudrais te voir ». Et mon mari me dit à mon avis, ça sent les élections. Ça, je lui dis non. Si c'est les élections, c'est peut-être à toi. Enfin, voilà.
Bon, et puis, une personne vient me voir qui était sur la liste qui se présentait et me dit, voilà, on voudrait que tu intègres la liste. La liste était prête depuis longtemps, il leur manquait une personne. Et pourquoi il a pensé à vous ? Alors, j'y ai pensé après. D'une part, j'étais en retraite de l'éducation nationale. Donc, ça voulait dire peut-être du temps, même si j'ai gardé une activité professionnelle de formatrice. Peut-être qu'il y avait ça. Et puis, c'était vraiment le moment où le gouvernement mettait en place les nouveaux rythmes scolaires avec les temps d'activité périscolaire, la mise en place de projets éducatifs de territoire. Et je me suis dit après qu'il venait me chercher pour ces compétences-là. Effectivement. C'était intelligent. Oui, bien sûr. Et alors moi, ma réponse a été, je veux rencontrer la personne qui éventuellement accepterait d'être mère, puisque c'était quelqu'un d'autre qui est venu me voir. Et puis, je veux que vous m'expliquiez votre projet, parce que je voulais vraiment savoir où je mettais les pieds. Enfin, en gros, moi, être sur une liste avec des gens d'extrême droite, c'est tout simplement impossible pour moi. Donc, j'ai rencontré Franck, qui a été le maire pendant cette mandature avant celle-ci. Et puis, ça a matché parce que le projet me plaisait bien. J'ai rencontré l'équipe et j'ai dit oui, en disant « je ne veux être ni maire ni adjointe ». Et juste après les élections, Franck m'a dit « est-ce que tu accepterais d'être adjointe ?» Je lui dis, écoute, j'avais dit ni maire ni adjointe. Il me dit, oui, mais je voudrais vraiment que tu sois adjointe. Il m'a expliqué pourquoi. Et puis, j'en ai discuté aussi avec mon mari, parce que ça impacte une vie d'élu, impacte la vie familiale. Et mon mari m'a dit, maintenant que tu as dit oui, vas-y, quoi, parce que de toute façon, tu feras. Avec cette histoire que une fois que je suis engagée, je vais jusqu'au bout. Et c'est quoi les valeurs qui faisaient partie de cette liste et qui vous ont convaincu de la rejoindre ? C'était tout simplement apolitique. Je sais même pas ce que votent mes collègues. C'était vraiment des valeurs autour du vivre ensemble, ce qui rejoignait vraiment ce qui me tenait à cœur dans ma vie quotidienne et puis dans ma vie professionnelle. On était sur comment mieux vivre ensemble ou bien vivre ensemble à la Bazouge. Là, qui se posait cette question-là, et vous, c'était une question que vous vous posiez aussi. Ça a fait écho complètement. Et donc, partant de là, au-delà de toute opinion politique, il peut y avoir des bonnes idées partout. Et mettons ensemble nos bonnes idées, acceptons nos divergences aussi, qui peut-être nous feront avancer. Et donc, on a démarré comme ça, avec... Premier conseil municipal, on a démarré avec un conflit. Déjà, vous étiez la seule liste à vous présenter à la base. Il y avait qu'une liste. Et est-ce que vous diriez que sur le papier, cette liste, elle était différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les listes municipales des communes de cette taille, ou c'était assez classique à ce moment-là ? À cette époque-là, c'était assez classique. Il y avait, je crois, de mémoire, 3 élus qui faisaient déjà partie de l'équipe d'avant. Donc, qui avaient décidé de monter leur liste et qui sont allés chercher des gens pour construire cette liste. Non, je pense que ça, à cette époque-là, ça aurait pu ne sembler pas très différent de ce qui se passait avant. C'est devenu différent au fil de l'eau. Et donc, premier conseil municipal, un conflit. C'est-à-dire que Franck on était 3 adjoints. Donc, vous étiez en charge de quoi ? Moi, j'étais en charge d'enfance, jeunesse, vie sociale, par rapport à ce que je vous disais des rythmes scolaires, où il y avait un gros chantier devant nous. Et puis, une élue dans l'ancienne équipe était persuadée qu'elle serait adjointe. Et donc, le fait est qu'on ne lui a pas proposé d'être adjointe. Et donc, elle était très en colère, ce qui s'entend complètement. Elle est venue nous voir les uns et les autres. C'était très sain pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que le premier conseil, on en a parlé avec le maire. Et moi, je lui ai dit, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence par poser ce conflit-là sur la table pour pouvoir avancer. Alors, j'ai utilisé les outils que je connaissais,
avec l'accord du maire, pour pouvoir laisser s'exprimer l'émotion, laisser s'exprimer la colère et le ressenti des uns et des autres, pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Et ça a fonctionné ? Ça a bien fonctionné, parce que la personne s'est sentie accueillie, comprise, accueillie dans son émotion. Pour autant, ça ne changeait pas qu'elle n'était pas adjointe, mais au moins se sentir compris, soutenu aussi, parce qu'il n'y avait pas qu'elle qui avait de la colère, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement ferme de travailler en équipe, et on démarrait par quelque chose qui n'avait pas été décidé en équipe. Et donc, on a pu poser tout ça, et puis pour repartir sur de bonnes bases. Et donc, ça vous a donné envie ensuite de construire des nouveaux modèles de prise de décision ? Oui, tout à fait. Et ça s'est construit pas tout de suite. C'est vraiment, je dirais, un pas après l'autre. C'est vraiment un chemin. Déjà, le maire était quelqu'un qui faisait confiance. Bon, c'est-à-dire que moi, ce sur quoi j'étais missionnée, enfance-jeunesse, projet éducatif de territoire, à chaque fois que j'ai fait des propositions, je les présentais en conseil et puis les collègues ont suivi et le maire me laissait aller au bout. L'enfance-jeunesse, c'est pas facile. Enfance-jeunesse et culture, ça rapporte pas d'argent à une municipalité et ça coûte de l'argent. Et donc faire passer des projets liés à l'enfance-jeunesse ou à l'axe culturel, c'est pas évident. Pour autant, vraiment l'équipe a suivi parce qu'on était en lien avec le vivre ensemble. Et donc c'était gratifiant de pouvoir avancer. On a transformé les temps périscolaires en temps d'accueil habilité par la direction départementale jeunesse et sport. On a formé le personnel, ce qui veut dire que ça a un impact budgétaire au niveau d'une commune, parce que au lieu d'être un animateur pour 35, c'était 1 pour 14. Et il faut avoir 50% de gens formés. Donc, on a formé aussi du personnel. Vous pouviez le faire, du coup, non ? Vous pouviez le faire avec votre expérience de formatrice ? Alors, au départ, je ne vous cache pas, de former le personnel. Non, alors, d'une part, je ne voulais pas être élue et formatrice. Donc, les personnels se sont formés au BAFA à l'extérieur, un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et puis, on a formé aussi une jeune au brevet d'aptitude aux fonctions de directrice d'accueil de loisirs, parce que moi, j'avais mon diplôme de directrice. Au départ, on a mis mon nom sur le papier, mais il fallait former quelqu'un. Et puis, l'équipe, très vite, puisqu'on avait démarré par un conflit, le maire m'a dit, mais peut-être que tu pourrais former l'équipe aux outils relationnels. Et je lui ai dit, non, moi je veux bien présenter la formation, mais je ne veux pas former mes pairs. Pour quelle raison ? Mais pour quelle raison ? Parce que je trouvais que prendre une formatrice autre que moi, c'était beaucoup plus judicieux et que moi je sois du même côté que l'équipe en vivant la formation avec eux, même si je la connaissais. Vous vouliez avoir quelqu'un qui a du recul sur la situation ? Oui, c'est ça. Et voilà, qui est sans affect, quelqu'un de neutre. Ce qui veut dire que j'ai présenté en conseil cette formation-là à l'équipe. Et je m'étais dit, les collègues ne vont pas adhérer. Enfin, c'est vraiment un chemin presque de développement personnel. Et à ma grande surprise, tout le monde a dit oui. Et c'était quoi exactement cette formation ? Alors, c'était une formation aux outils de communication positive, outils relationnels. C'est une formatrice extérieure qui est venue et nous a formés sur 2 jours. Et donc, ça s'est passé comment, cette formation ? Cette formation, c'est pareil, les élus on donne déjà beaucoup de temps, mais c'était accepté de prendre 2 samedis sur un temps personnel avec une formatrice qui venait du Mans. Et donc, on a commencé par se co-construire un cadre de fonctionnement, c'est une bulle de sécurité.
Donc, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, le non-jugement, s'écouter jusqu'au bout sans s'interrompre, se respecter, parler en je et pas à la place de l'autre. Donc, s'investir, mais aussi liberté de ne pas s'investir si à un moment donné, ça nous fait non. La confidentialité de ce qui est personnel. Donc, c'était la bulle de sécurité qu'on utilise toujours dans nos conseils. Et puis après, donc, des exercices de cohésion pour apprendre à mieux se connaître. Et puis, des exercices qui nous permettaient d'apprendre à s'accepter avec nos points communs et nos différences. Tout un travail sur les émotions et les besoins, voir que nos émotions étaient liées à des besoins satisfaits ou pas satisfaits. Des outils de communication, qu'est-ce que l'écoute empathique, quelles sont les attitudes d'écoute qui provoquent du conflit du côté de la violence et de l'escalade, le non-verbal dans l'écoute, voilà, quand quelqu'un parle, si je fais voilà, c'est mort, vous voyez tout de suite. Donc, en description audio, elle a levé les yeux au ciel. C'est ça, en soupirant. La rumeur, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur dans une commune? Des rumeurs, pas que dans une commune, dans notre vie de tous les jours, mais donc en tant qu'élu, être attentif, est-ce que je l'ai entendu moi-même, est-ce que je l'ai vu moi-même, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a répété quelque chose? Vous savez, le style, chez machin, il divorce, il paraît qu'il divorce. Au deuxième, ça devient, non, mais chez machin, il divorce et la voiture du copain, du mari, est garée tous les mardis devant chez eux. Au troisième, c'est Madame Machin qui est devenue, c'est quand même une sacrée. Et puis voilà, et comment on fait une réputation à quelqu'un. Donc en tant qu'élu, il fallait vraiment, j'ai une anecdote là-dessus, mais je ne sais pas si j'ai le temps de vous la raconter. Ah si, on adore les anecdotes. Alors ça se passe les commémorations du 8 mai, voilà. Donc à ce moment-là, il y a un défilé dans la commune avec le porte-drapeau, le drapeau, et en tant que maire, je lis une allocution qui n'est pas forcément l'allocution du ministre. Enfin, moi, j'aime bien prendre autre chose. Donc au 8 mai dernier, j'avais déjà utilisé Liberté de Jacques Prévert. Et je cherchais un poème et je lis Le Chant des partisans et je me dis, tiens, ce serait bien de le lire comme un poème. Donc, toujours avec ce souci de faire participer les uns et les autres. Moi, en tant que maire, je ne suis qu'un pion. J'appelle une personne de la commune qui fait du théâtre en lui disant « Est-ce que tu accepterais de lire avec moi une strophe, plusieurs strophes du chant des partisans ?» Il me dit oui. Et j'appelle une jeune, une ado, et je lui demande la même chose, elle me dit oui. Alors, 2 jours se passent et la personne à qui j'avais envoyé le texte me dit « Non, Marie, mais ça va pas du tout. Là, moi, je chante comme une casserole et je vais pas pouvoir chanter ça. » Mais je lui dis, je t'ai pas parlé de chanter, je t'ai parlé de le dire comme un poème. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Bon, donc voilà. Et puis, il s'écoule encore 2 jours et j'ai une personne âgée de la commune qui faisait partie de l'ancienne équipe municipale qui vient me voir et qui me dit, Marie, ça va pas du tout là. Il paraît que tu veux nous faire défiler en chantant des chants révolutionnaires. Et je lui dis, alors je lui explique, elle me dit, mais dis donc, je suis soulagée, parce que je me disais quand même, alors je lui dis, Nelly, tu te rappelles quand on a été formés, la rumeur? Elle m'a dit, mais oui, la rumeur, c'est vrai. La rumeur court. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on s'est doté d'outils qui nous permettaient de mieux fonctionner dans notre travail d'élu, et puis dans nos relations entre nous. Quand j'ai quelque chose à dire à mon collègue, je peux prendre un temps avec lui, pour parler des faits, de mes émotions, et puis de mes besoins, et chercher ensemble des solutions qui vont nous satisfaire tous les deux. Et donc ça a changé aussi la manière dont vous gérez les projets, ça a changé votre manière de fonctionner au sein du conseil municipal, et après, quelles ont été les autres répercussions? Alors ça a changé déjà quand on reçoit des habitants. Au lieu de monter tout de suite quand quelqu'un arrive en colère, savoir accueillir l'émotion de la personne. Tu as bien fait de venir me voir, je t'écoute. Donc savoir se mettre sur une posture d'écoute.
Et puis, donc la communication entre nous, la communication entre les habitants, la communication entre les différents prestataires. Enfin, une mairie, c'est un endroit où, moi, quand j'ai pris mes fonctions, j'avais l'impression d'être le bureau des revendications. J'ai uniquement ça. Et si on n'a pas cette mise à distance et de se dire c'est pas contre moi, contre ma personne. Il y a sur une histoire de bovins qui s'était échappé, où j'ai dû appeler l'agriculteur à qui appartenaient les bovins. Bon, il était très en colère et il m'a traitée d'incompétente. Et moi, intérieurement, je souriais parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en termes de bovins, je suis très incompétente. Par contre, je lui ai pas dit, je sais vous écouter, mais voilà, c'est à cet endroit-là que je me suis mise. Ça veut pas dire qu'à un moment, on n'éprouve pas de la colère non plus, mais c'est qu'il y a des moments, on est sur de l'écoute empathique et c'est là qu'on doit être. Peut-être que même s'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez pas faire grand-chose, déjà que la personne se sente écoutée, c'est un grand pas. Accueilli, écouté, voilà. Après, pour autant, voilà, tous les ressentis sont légitimes, tous les comportements ne sont pas acceptables. C'est-à-dire, moi, j'ai dit à cette personne-là à un moment, je vous parle avec respect, j'attends de vous que vous fassiez la même chose avec moi. C'est-à-dire, c'est pas non plus tout accepter. Mais accueillir, oui, c'est important parce qu'après, une fois qu'on a accueilli la colère de l'autre, on peut discuter parce qu'il s'est senti reconnu dans son émotion. Donc il y a juste une étape qu'on a ratée, c'est comment vous êtes devenue mère. Parce qu'en 2020, vous ne l'étiez pas, maintenant vous l'êtes. En 2020, je ne l'étais pas. Alors quand est arrivée la deuxième échéance électorale, s'est posé la question à l'équipe, qui continue ? La deuxième échéance électorale. Oui, c'est-à-dire que j'étais adjointe de 2014 à 2020. Okay. Donc les élections arrivaient. Est-ce qu'on continue ou pas ? Moi, ma condition, c'était que le maire actuel continue, même s'il me disait qu'il aurait bien arrêté, lui, d'être maire, parce il est toujours agriculteur bio, et les deux, c'était lourd pour lui. En tout cas, il a accepté de continuer. Et puis, c'était aussi que l'équipe, qu'il y ait une partie de l'équipe qui continue, parce qu'on avait démarré plein de choses, et que j'avais envie aussi de continuer éventuellement. Les projets non terminés. Ce qui veut dire qu'on est allé chercher quelques personnes pour compléter l'équipe, parce que tout le monde ne se représentait pas. Et on avait cette idée, en avançant sur le chemin de notre gouvernance, qu'il fallait aller chercher des personnes dont les compétences étaient complémentaires, avec l'idée que le maire n'est pas quelqu'un qui porte tout seul, mais qu'il peut s'appuyer de manière effective, pas que sur les adjoints, mais sur toute l'équipe municipale. Et avant de 2014 à 2020, c'était plus le maire et ses adjoints qui géraient ? C'était le maire, les adjoints, même si je vous disais que le maire est quelqu'un qui faisait vraiment confiance. Après, on voyait bien que dans les adjoints, selon le temps dont on dispose, en fonction de on travaille ou pas, que le temps passé pouvait être complètement différent, l'engagement pouvait être différent, mais on allait quand même de plus en plus vers chacun prend sa part, quoi. C'est cette histoire de petit colibri que vous connaissez aussi bien que moi, c'est que on a du pouvoir là où on est et sur le terrain, et si chacun prend sa part, c'est beaucoup moins lourd. Donc on allait vraiment vers ça sur le chemin. Et avec Franck, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille vers ça. Et donc moi, j'étais formée pour une association dont je fais partie, aux outils de gouvernance partagée. Et j'ai proposé à ce moment-là au maire de l'époque, je lui ai dit peut-être qu'une fois qu'on aura l'équipe, on peut prendre un temps de formation pour se doter d'outils d'intelligence collective et construire ensemble notre mode de gouvernance. Donc une fois qu'on a eu toutes les personnes, que l'équipe était au complet, on a proposé à l'équipe de prendre un temps pour construire le mode de gouvernance qu'on avait envie de mettre en place. Donc on s'est fait aider par un organisme qui est Fréquence Commune,
qui nous a aidés. Ils nous ont pas donné un schéma de gouvernance, mais ils nous ont aidés à construire notre gouvernance en nous dotant aussi d'outils d'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement Fréquence Commune ? Alors, Fréquence Commune, enfin, il vous l'expliquerait sûrement mieux que moi, mais c'est un organisme qui essaie d'aider les communes qui sont sur le chemin de la démocratie participative et qui ont cette volonté de mieux gouverner ensemble. Donc, il propose des temps d'aide pour les communes qui sous la forme de temps de formation, et ils organisent chaque année des temps de rencontre de ces communes participatives. Je ne sais plus combien il y a de communes en ce moment, mais moi j'y ai assisté avec une de mes collègues à Auray il y a 2 ans. C'était à Auray il y a 2 ans et on en ressort reboosté. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont envie de changer, et de sortir d'un système pyramidal pour dire on a du pouvoir sur le terrain. Là où on est, je le savais déjà moi dans mon métier d'enseignante, il ne faut pas attendre que ça tombe d'en haut. Mais on a du pouvoir sur le terrain et en tant qu'élu, c'est pareil. Et concrètement, donc cette nouvelle gouvernance collégiale, ça s'organise comment ? Alors, ça s'organise comment ? Alors, je n'étais toujours pas maire. À ce moment-là, je vous dirai après en 2 mots comment je suis devenue maire. Déjà, on casse on casse le schéma pyramidal que c'est le maire qui décide. Ce qui veut dire que on a mis en place, nous, des groupes de travail avec un référent par groupe de travail qui ont le pouvoir d'avancer le projet pour lesquels ils se sont engagés jusqu'au bout. Et après, on valide ou pas dans une instance qu'on appelle... On a créé une instance qu'on appelle le conseil essentiel. Donc, on présente aux collègues qui valident ou pas. Et après, le conseil municipal n'est qu'une instance de validation officielle, c'est-à-dire l'endroit où on vote. C'est-à-dire que le conseil essentiel, peut y avoir des gens qui ne sont pas élus au sein du conseil municipal ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Le conseil municipal est ouvert au public, ça c'est la loi. Le conseil essentiel, c'est une instance interne, c'est-à-dire qu'on a constaté sous l'ancienne mandature que quand on arrivait en conseil municipal, on abordait des sujets, il fallait voter. Alors qu'en plus, on avait des conseils municipaux à rallonge qui, quelquefois, se terminaient 11h, minuit. On n'est plus en capacité à 11h du soir, à 23h de voter, et en toute lucidité, en toute conscience. Et on s'est dit, comment faire en sorte que ça dure moins longtemps ? Parce que quand on a fait une réunion de 2 heures, déjà, on n'est plus... l'écoute, elle n'est plus la même. Et puis, on s'est dit, des fois, quand on découvre un sujet, il faut du recul, il faut le temps du débat, il faut le temps de l'argumentation, il faut le temps de la controverse pour se faire une opinion. Donc, on a décidé de mettre en place cette instance de conseil essentiel qui permet de découvrir, de s'écouter, de débattre, d'accepter la controverse, de réfléchir, de prendre du recul, pour pouvoir, le mois d'après, voter en conseil municipal en ayant eu ce temps-là qui nous a semblé indispensable. Donc, ça vous permet de débroussailler en fait les sujets pour qu'après ce soit plus efficace quand vous êtes tous réunis. Et le conseil essentiel, on s'est doté aussi d'un outil d'intelligence collective, c'est-à-dire moi en tant que maire, je n'arrive pas avec un ordre du jour. On fait un tour de table, chacun peut apporter le sujet qu'il veut. Bien sûr, moi, je l'ai préparé aussi de mon côté avec les sujets que moi, je voudrais aborder. Et on l'a préparé, en réunion de bureau avec les adjoints, en disant, faudrait qu'on aborde ça. Lequel d'entre nous va l'aborder ? Mais dans l'équipe, chacun peut aborder, peut apporter le sujet qu'il veut. Et après, on traite les sujets en disant aux collègues, c'est juste une information que je veux vous donner. Auquel cas, si c'est une info, il y a juste des questions de clarification si besoin. J'ai besoin, dans mon groupe de travail, il y a tel sujet, mais on a besoin de vous consulter pour pouvoir continuer à travailler. Donc, est-ce que c'est de la consultation dont on a besoin ? Ou est-ce qu'on a besoin qu'on prenne tous ensemble une décision ? Donc, à chaque fois, on précise information, consultation ou bien décision. Donc, conseil essentiel, il y a juste une partie du conseil municipal qui y participe. Tout le conseil. Tout le conseil aussi, ouais. D'accord. Oui, tout le monde.
Et c'est quoi la fréquence? 1 fois par mois. Ça va, d'accord. Conseil municipal 1 fois par mois. Et on a une facilitatrice. Alors c'est pareil, l'idée que c'est le maire qui anime tout le temps, ben non. Donc là, on a une facilitatrice, c'est la personne qui anime la réunion. La facilitatrice, c'est la même, elle était volontaire pour le faire. Après s'être approprié l'outil sur un autre temps de formation. Et c'est donc une conseillère qui anime les conseils essentiels avec cet outil, du tour de table, du tour de réaction, de prendre le temps. Et quand on fait un tour de réaction, on ne surenchérit pas sur ce que vient de dire le collègue. On l'écoute. Si on a quelque chose à dire, on se le note dans un coin. Mais on respecte le temps de parole de chacun. Et quand chacun a fini de prendre la parole, on s'est doté aussi de, simplement un mot, dire j'ai fini ou je laisse, ce qui évite au groupe d'interrompre une personne quand elle est en train de parler. C'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amis aussi quand il y a plein de manières de dire qu'on a arrêté son temps de prise de parole. C'est ça. Parce que sinon, on en a de tristes exemples quand on regarde des politiques discuter entre eux à la télé. Mais c'est tout simple, rien que le fait de dire j'ai fini, ça veut dire tu peux y aller. Donc vous arrivez à ne pas être trop surchargé avec ces nouveaux... ça représente quand même une grosse charge qui a conduit d'ailleurs le maire qui était là à s'arrêter, il a démissionné. Il fait toujours partie de l'équipe, mais il a souhaité quitter sa fonction de maire parce que la mairie plus son travail... plus éventuellement ce qu'il avait pris pour la commune au niveau de la Comcom. Donc c'était beaucoup et qu'il sentait qu'il fallait vraiment qu'il s'arrête. Ce qui veut dire que quand c'est comme ça, la loi prévoit que c'est l'adjoint qui assure l'intérim et réorganise l'élection du prochain maire. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai assuré l'intérim et organisé l'élection. Alors, pour l'élection du maire, là qu'il fallait recommencer, puisqu'on s'était doté d'outils d'intelligence collective, j'ai proposé aux collègues une élection sans candidat. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, pas vraiment. Je veux bien que vous m'expliquiez. Alors, une élection sans candidat, ça ne s'est pas fait dans un conseil municipal, ça s'est fait dans un conseil essentiel, justement, où on commence ensemble par lister les qualités attendues sur la fonction de maire. Je dis bien sur la fonction de maire. Donc, elles sont écrites, ces qualités, sur une feuille de paperboard. Et puis, après, chaque personne a un post-it à disposition et chacun écrit pour lui le nom de la personne qu'il verrait bien comme maire. Après, la personne qui anime ce dispositif ramasse tous les post-it. Et puis, il a été précisé que vous écrivez le nom d'une personne, mais il faut que vous soyez en capacité d'argumenter. Donc ensuite, on fait un tour de table où chacun donne son post-it que la personne qui anime affiche. Et puis en disant, j'ai choisi un tel ou une telle parce que, par rapport aux qualités attendues d'un maire, je trouve que... Donc, quand on a fini ce tour de table, il se trouve que mon nom est sorti. Enfin, il n'y avait qu'un post-it où il n'y avait pas mon nom. C'était le mien. Ah oui. Ce qui veut dire que là, l'étape suivante, c'est de se tourner vers la personne qui a le plus de post-it et de lui dire est-ce que tu as des objections ? Alors, moi, j'avais plusieurs objections. Donc, quelle qualité ils voyaient en vous, vos collègues ? Pas en moi, sur la fonction de maire. Ah, oui, c'est ça la différence. Mais après, vous avez dit qu'il y avait des noms. Ah oui, c'est-à-dire, je peux très bien ne pas être retenue, avoir plein de qualités, mais pas les qualités attendues sur la fonction de maire. C'était être tourné vers les autres, c'était avoir du temps à consacrer, s'engager sur la durée, la notion d'engagement, même si on ne sait pas dans la vie ce qui peut nous arriver. Après, je ne sais plus ce qu'on avait mis d'autre. Enfin, il reconnaissait effectivement en moi les qualités qu'on avait listées sur la fonction de maire, la capacité à travailler ensemble, à travailler avec la secrétaire de mairie,
l'accueil par rapport aux habitants, représenter la mairie sur les différentes instances extérieures. Donc, alors moi, mes objections, c'était j'ai toujours une activité professionnelle, c'est-à-dire que je suis formatrice et je peux sortir du département. En plus, j'avais une formation prévue à Mayotte en janvier dernier. Et j'avais dit, si cette formation se concrétise, je vais être partie 3 semaines. Ça, pour moi, c'est peut-être pas très compatible. J'avais dit aussi... C'est vrai qu'un maire, il n'a pas le droit de partir 3 semaines. Non, 3 semaines, non, 3 semaines, c'est pas possible. Enfin, moi, je vois bien dans ma vie quotidienne, quand j'arrive à partir 10 jours, 3 semaines, c'est beaucoup pour une commune. Et puis, mes enfants habitent loin. Ma mère, qui n'est plus là, habitait loin aussi. Et j'avais dit, je peux être amenée à partir aussi. J'ai toujours une famille, quoi. Et puis, ma troisième objection, c'était je souhaite continuer à travailler en gouvernance partagée. Les collègues ont levé mes objections et j'ai accepté la fonction. Donc, au conseil municipal d'après, quand on a voté, le boulot, il était fait. Au lieu de dire qui veut être maire, c'était qui verrions-nous comme maire. Vous voyez, la démarche n'est pas la même du tout. Alors j'ai lu qu'il y avait quand même une personne qui avait démissionné, je crois, du conseil municipal. Non, elle a affiché, alors à ce conseil municipal d'élection du maire, cette personne aurait voulu qu'on démissionne tous et qu'on refasse des élections. En disant c'est les habitants qui choisissent le maire, ce qui institutionnellement n'est pas vrai du tout, puisque les habitants votent pour une équipe et que c'est l'équipe qui vote pour un maire. Donc cette personne, la presse était là, a annoncé à grand fracas qu'elle démissionnait dans ces conditions-là. Autour de la table, on a demandé qu'il y ait un temps de réaction pour que chacun s'exprime. Et toutes les autres personnes, à l'unanimité, ont dit qu'on souhaitait continuer. Ce qui veut dire que cette personne a dit « je démissionne ». Au jour d'aujourd'hui, elle fait toujours partie de l'équipe, mais elle ne vient plus du tout à rien. Mais elle ne nous empêche pas de fonctionner non plus. Mais entre le moment où elle a annoncé à grand fracas qu'elle quittait l'équipe, tout le monde était persuadé qu'elle n'était plus dans l'équipe. En fait, elle est toujours là. Voilà donc comment se sont faites ces élections-là. Donc à partir de ce moment-là, vous avez dit à vos collègues que vous vouliez continuer cette gouvernance partagée collégiale. Vous avez donc accéléré le processus ? Accéléré, je ne sais pas, parce qu'il était déjà bien en route. Je dirais que ça a été une période difficile, mais vraiment très, très difficile. Moi, je dis quelquefois, on a vécu un véritable tsunami parce que la secrétaire de mairie est partie du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui a fait un burn-out, donc elle a tout lâché. Et en même temps, on avait l'orage de grêle. On était en catastrophe naturelle à la Bazouge. Il y avait des dégâts partout. Je venais de prendre la fonction de maire, donc plus de secrétaire, plus rien. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'équipe, ça a soudé l'équipe parce que chacun s'est dit non, mais on ne va pas lâcher comme ça, quoi. Et ça nous a donné un bon coup d'adrénaline à tous avec l'idée de on va continuer, quoi. C'est comme quoi les obstacles, quelquefois, ou les moments difficiles peuvent ressouder aussi une équipe. Et ça aurait pu être anticipé ou évité, le départ en burn-out de la secrétaire de mairie ? Anticipé. Alors, elle disait que... Alors, ça faisait bien 6 mois qu'elle disait qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait trop de travail. Quand le maire précédent lui a proposé des solutions, y compris embaucher une autre personne, etc., à chaque fois, elle a refusé les aides jusqu'au moment où elle était submergée. Et ce qui était compliqué, à ce moment-là, on a été aidés par des communes avoisinantes qui nous ont mis à disposition une journée par semaine leur secrétaire de mairie. C'est-à-dire que sur 5 jours, enfin pas 5 jours, j'enlève le mercredi, 4 jours, on avait 4 secrétaires différentes. Et celles qui se sont rendues compte la secrétaire qui était partie avait pris environ 2 ans de retard sur le règlement des factures, sur du boulot pas fait, quoi. Donc,
Alors, sûrement que ça a accéléré son burn-out parce qu'elle était compétente, elle a dû se rendre compte de l'accumulation et de ce que ça représentait, et ça n'a pas dû arranger son mal-être. Donc on s'est retrouvé dans une situation très très compliquée avec une secrétaire de mairie partie qui ne voulait pas faire de tuilage avec ses collègues, qui devait, c'était une vraie galère de se retrouver dans les papiers, sur l'ordinateur, trouver où les choses étaient rangées. Ça a été vraiment très très compliqué. Alors moi, de par mon parcours, vous avez deviné qu'étant enseignante, je ne suis pas secrétaire de mairie. Et des fois, les collègues étaient là, on était en mairie quelquefois. Et moi, quand je réussissais à faire un courrier, à fermer l'enveloppe, à la poster, je disais « Yes, j'ai réussi à faire un truc !» Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. On a recruté quelqu'un depuis 1 an et demi qui n'a pas une grosse expérience, mais qui s'accroche et qui se forme sur le terrain. Et on a gardé une secrétaire, on a réussi à trouver une secrétaire experte qui est là en complément 1 fois par semaine. Est-ce que vous pensez que ce modèle de gouvernance partagée collégiale, il peut être appliqué à d'autres niveaux politiques ? Bien sûr. Je pense vraiment. Alors, en avril dernier, la secrétaire m'a dit lundi, il faut absolument que tu ailles à Château-Gontier parce que M. Macron venait installer la sous-préfète. Et donc, je n'avais pas spécialement envie d'y aller, mais enfin, c'était une injonction quelque part. Donc, j'y suis allée. M. Macron est intervenu, a fait son discours. Et après, il a pris le temps de descendre à la rencontre les uns et des autres, quelles que soient nos opinions politiques, on ne peut pas lui enlever ça. Et ça, il sait faire, d'aller écouter les gens, d'aller les rencontrer et de donner l'impression de les écouter. Et il est arrivé vers moi, et donc, pour me donner la parole, et je lui ai parlé gouvernance partagée. Et ce qu'il m'a dit, je vous le donne en 1000, c'est vraiment comme ça qu'il faut avancer maintenant. de la part du président jupitérien. Oui, mais voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, j'espère qu'il en restera une petite graine quelque part. J'en ai pas vu pour l'instant vraiment la couleur, mais je pense vraiment que c'est possible. J'en ai un exemple tout qui me vient à l'esprit, tout bête, c'est la communauté de communes. On ne sort pas d'un fonctionnement pyramidal. Moi, j'ai aucun plaisir, mais c'est comme si, il y a un tel écart entre ce qu'on vit là. Mais c'est pareil, on fait comme si les élus savaient mener une réunion, comme s'ils étaient dotés d'outils d'intelligence collective, mais non. Et il faut leur donner cette boîte à outils, parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas l'inventer. Et quand on anime une réunion, même si j'ai un titre de président ou de présidente, quelle qu'elle soit, mais la communauté de communes en particulier, comment je fais circuler la parole ? Comment est-ce que installer les gens dans un amphithéâtre, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire circuler la parole de manière effective ? Comment est-ce qu'un PowerPoint où on nous lit tout, puis on nous dit « Bon, vous êtes d'accord ?» Est-ce que c'est une façon de faire ? Mais je pense que c'est parce que les gens ne savent pas forcément faire. Ce qui veut dire que, je ne vous l'ai pas dit, mais moi aussi, pour étaler la fonction de maire, j'ai commencé par démissionner de ma fonction de conseillère communautaire. Et comme le maire sortant était d'accord pour rester conseiller communautaire, mais il se retrouvait en fin de tableau, parce qu'on a un tableau dans l'ordre des élus, et quand on est maire sortant, on se retrouve le dernier. On a tous démissionné pour que lui puisse rester conseiller communautaire. Ça permet aussi d'étaler la charge. D'étaler la charge et de ne pas vouloir être partout, parce que c'est comme ça qu'on implose ou qu'on explose. Donc le fait, moi j'ai découvert ça par Fréquence Commune, où on m'a dit, mais en tant que maire, tu n'es pas obligé d'être conseiller communautaire, ça peut être le suivant sur la liste, et s'il ne veut pas le suivant sur la liste, et personne ne nous le dit jamais, ça. Depuis que vous êtes élu, maintenant, vous avez mis en place aussi pas mal de projets de transformation dans la ville.
Alors tout ça, c'est 8 ans en arrière, hein, parce que c'est un boulot sur la durée, et c'est pas moi depuis que je suis élue en tant que maire, c'est vraiment l'équipe municipale précédente plus l'actuelle, où les choses se sont construites petit à petit. On était vraiment, quand j'entends parler de transition écologique, de biodiversité, enfin, on était vraiment là-dedans depuis le départ. Le souci de... Vous étiez tous convaincus sur ces questions-là? Ah oui, en termes de valeur, oui. Hein, c'était important. Donc, le souci de préserver le bocage mayennais, de préserver les haies. On n'a pas la main sur la reprise des exploitations, mais vraiment comment pouvoir aider des jeunes qui voudraient s'installer. Comme vous en avez eu un exemple tout à l'heure avec dans la halle avec la boulangerie Corentin qui est maraîcher bio, comment pouvoir mettre le pied à l'étrier ou être attentif à ce qui se passe quand un jeune cherche une terre agricole. Donc on a aussi un espace naturel sensible, labellisé espace naturel sensible près de l'étang, où on s'attache vraiment à préserver la biodiversité, pas seulement à la préserver, on fait du pédagogique aussi, comment la faire connaître, comment mener des actions qui vont faire connaître cette biodiversité, la végétalisation du cimetière, enfin tout ça c'est du travail de longue haleine, parce que dès qu'on change des choses, on voit bien que ça peut être compliqué. Justement, vos habitants, est-ce qu'ils se rendent compte que la Bazouge, c'est un fonctionnement un peu différent d'une mairie classique, et des actions que vous mettez en œuvre, par exemple, pour la transition écologique, comment c'est accepté, Alors déjà, dans nos groupes de travail, quand il y a des habitants dans nos groupes de travail. Je pense qu'on a un projet en direction des aînés, par exemple, aller recueillir leur savoir et leur témoignage sur la vie autrefois, où il y a des élus et des habitants. Ce qui veut dire que c'est une façon aussi de communiquer sur les projets, de rendre acteurs autant que possible les habitants sur les projets qui sont mis en place sur la commune. Comment on communique sur notre mode de gouvernance? Il y a au moment des vœux, on essaie de faire de la pédagogie au moment des vœux de l'équipe municipale, le bulletin municipal, sur le site, je pense. Alors moi, à chaque fois, le cuisinier me dit « Mais pourquoi c'est pas toi la première sur le site quand on regarde les photos des élus ?» Non, parce qu'on est dans l'ordre alphabétique. Je suis à ma place, mais comme tout un chacun, et à sa place, et l'ordre alphabétique était le moyen le plus simple. D'ailleurs, c'est rigolo parce que celui qui a annoncé sa démission, par l'ordre alphabétique, il se retrouve en premier. Ça m'amuse. À chaque fois, ça m'amuse. Mais à chaque fois, il faut que je l'explique. Comme quand j'explique à la presse que je ne veux pas être prise en photo toute seule. Parce qu'on est une équipe et qu'une commune, ça ne tourne pas s'il n'y a pas une équipe. Même chose, cette histoire d'argent, on n'en parle jamais, mais classiquement, le maire a une indemnité, le maire ou la maire a une indemnité, les adjoints, et les autres non. Quand on a refait des élections, moi j'ai proposé que tout le monde touche quelque chose. C'est-à-dire qu'actuellement... tous les membres du conseil municipal. Tous les membres du conseil. Pas la même chose, mais... tout le monde touche quelque chose, sauf celui qui n'est jamais là, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y a, moi en tant que maire, les adjoints et les conseillers délégués. Alors, c'est vrai qu'au départ, certains étaient mal à l'aise avec cette histoire de recevoir de l'argent. Je leur ai dit, l'argent, tu en feras ce que tu voudras, mais c'est normal. Alors, il y a aussi cette idée, j'ai en tête quelqu'un dans l'équipe qui me dit, moi, je fais presque rien par rapport à toi, mais je lui dis, ce presque rien, mais il est hyper important pour l'équipe, parce que certains vont pouvoir donner ça, d'autres vont pouvoir donner ça, mais si tu fais pas ça, qui est ce pourquoi tu t'es engagé, l'équipe fonctionnera moins bien. Donc, en fait, c'est en valorisant aussi le peu que font les gens que ça leur donne envie de faire plus aussi. Mais complètement, et puis la confiance, c'est-à-dire tu t'es investi à tel endroit, la personne s'est chargée par exemple de contacter les associations, c'est elle la référente, elle va aux AG des associations, elle leur envoie les mails pour les demandes de subventions, mais elle a l'impression de rien faire, mais c'est énorme quoi.
C'est énorme. Et ce qui est difficile aussi, mais je pense que les gens commencent à s'en rendre compte, c'est d'identifier que c'est pas forcément le maire. Il y a telle réunion, c'est Madame X ou Madame Y qui représente l'équipe municipale qui va être là à chaque fois. Et ça, j'y fais très attention pour casser cette habitude que la maire doit être partout. Pour autant, il faut quand même qu'on voit le maire ou la maire, mais pas forcément partout, et d'identifier clairement des référents sur chacun des axes de travail qu'on a sur la commune. Et donc les habitants de la Bazouge, ils s'en rendent compte de ça ? Certains sûrement, d'autres sûrement pas. Ça reste compliqué pour certains de ne pas avoir le maire, la maire en direct. Mais en même temps, on essaie, nous, de l'expliquer et puis d'insister. L'édito dans le bulletin, que je vous en ai passé un de bulletin, je mets toujours pour l'équipe municipale. Et l'édito, ça peut être moi qui le fais, c'est souvent moi parce que ça arrange les collègues, mais ça pourrait très bien être n'importe quel collègue qui fait l'édito du bulletin. Quel est le combat le plus important que vous ayez mené en tant que maire ? Je dirais que la grande satisfaction qu'on a eue, qui est une satisfaction pour la commune aussi, c'est qu'on vient d'être primé à Paris, à l'Académie du Climat. On a eu la victoire des cantines rebelles. Ah, génial. C'est un peu comme les victoires de la musique. C'est-à-dire qu'on a une cantine éco-responsable avec un cuisinier qu'on a embauché, qui produits locaux, circuits courts. On est bien au-delà de la loi Egalim. On est à 80%. Si on compte le bio plus les produits en circuit court, on est à 80%, à plus de 80% même. Moi, je vais aller venir manger dans votre cantine. Mais venez quand vous voulez, parce qu'il n'y a que comme ça. La préfète est venue récemment parce qu'elle avait envie de montrer une cantine exemplaire, pour montrer que c'était possible. Et donc, quand on était à Paris à l'Académie du Climat, donc marraine Natacha Polony, que vous connaissez peut-être, et animateur Laurent Mariotte, qui est cuisinier, et on a eu le coup de cœur des mangeurs, c'est-à-dire le coup de cœur du public. On était la plus petite commune, c'est-à-dire qu'il y avait Paris, il y avait Marseille, il y avait Lyon, et nous, il y avait la Bazouge, 530 habitants. Et on a, quand je dis l'équipe municipale, c'est avec les agents. On a un cuisinier qui n'est pas que dans sa cuisine, qui intervient aussi, se dit cuisinier animateur, et il est en salle aussi, proche des enfants. Les enfants connaissent les producteurs locaux. Tiens, c'est Corentin, on mange des légumes de Corentin, on mange le pain de Linda, vous avez vu tout à l'heure. Donc, de ce qu'on a dans l'assiette, les enfants mettent de l'humain derrière. Et puis... Et vous arrivez à faire en sorte que ce ne soit pas trop coûteux ? Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors là, il y a environ chaque année une quarantaine d'élèves. C'est un groupement pédagogique intercommunal, 2 classes sur Bazougé et 2 classes sur la Bazouge. Donc nous, ce sont les élèves qui fréquentent les 2 classes de la Bazouge qui viennent manger. L'agent communal chargé de l'environnement a créé un jardin potager devant. Donc les enfants, au lieu de vider les carafes d'eau quand il reste de l'eau, prennent l'eau, c'est le cercle vertueux, et vont arroser le jardin. Ils remontent les déchets à l'école parce qu'il y a un compost à l'école, donc il y a un lien avec l'école. Et il y a très peu de déchets, il y a ça en déchets. Je dirais que la commune, ça nous revient environ, frais de personnel compris, à 8 €. Et on facture aux familles à peine 4 €. C'est un vrai choix politique financier. Récemment, on a une masse salariale beaucoup plus importante que des communes de la même taille que nous. Et récemment, une représentante de l'État m'a dit, et là j'hallucinais, qu'on faisait peut-être trop de qualitatif. Ah oui, je vois vos yeux. Ça a été exactement. Je me suis dit, mais j'ai mal entendu, c'est pas possible. Bon, pour autant... Parce que vous arrivez à être à l'équilibre c'est-à-dire qu'on a un budget à l'équilibre, mais on a une masse salariale beaucoup plus importante qu'ailleurs.
Donc en gros, le message c'était, si on vous compare à une autre commune de la taille de la vôtre, peut-être que, faites peut-être un peu trop là. On nous a dit aussi qu'on faisait ce qu'on voulait de notre argent quand même. Hein. Mais tout ça, j'hallucinais. En même temps, la préfète s'est déplacée, et c'était pas elle qui nous l'avait dit, hein, vraiment, parce qu'elle cherchait un exemple de cantine exemplaire, nous a-t-elle dit. Et puis, c'est vrai que cette victoire des cantines rebelles met un coup de projecteur sur la Bazouge, mais pas que, sur la Mayenne aussi. Hein, donc, c'est vrai que c'était une grande fierté parce qu'il y a les agents, mais il y a aussi il y a les habitants. Enfin, vous en avez vu un petit peu. Je me souviens d'une fois où on a eu un problème, fallait faire à manger, qu'un habitant est venu donner la main pour qu'on puisse faire à manger le midi quand même, parce qu'il y avait un problème ponctuel. Donc ici, c'est vrai qu'il y a quand même une solidarité et voilà, des envies d'être ensemble et de partager, qui sont vraiment prégnantes sur la commune. Quel a été votre plus grand échec en tant que maire ? Mon plus grand échec. Je n'ai pas beaucoup de recul sur ma fonction de maire, là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez récent. Ou en tant qu'élu local aussi. Oui, en tant qu'élu local. En même temps, moi, je suis quelqu'un déjà, c'est ma nature qui très résolument voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire que je suis persuadée que, je le vis pas comme un échec. Hein. Quand il y a un obstacle, moi, ça fait plutôt monter mon adrénaline et que ça me donne envie de le surmonter. Et puis, je cherche, mais c'est pareil dans ma vie privée, je cherche des solutions. Ce qui veut dire que je ne parlerai pas d'échecs, difficultés. On a eu la période Covid, c'était un moment très difficile. On a démarré cette mandature vraiment en visio. On ne pouvait plus se voir en présentiel, on ne pouvait pas voir les habitants non plus. Donc presque 2 ans de Covid, c'était un réel obstacle. Moi, la visio, c'était précieux, mais là, moi, j'en peux plus des visios. J'en garde encore un peu professionnellement parlant, mais rien ne remplace le présentiel. Ça, c'était très, très difficile. Et on a eu vraiment une période où, dans l'équipe, on avait ceux qui étaient anti-vax et ça a créé vraiment, vraiment, vraiment des gros problèmes. Alors, parce qu'on avait des injonctions de l'État qui nous obligeaient à mettre en place passe sanitaire. Quand on voyait les gens et que l'équipe était divisée, certains auraient voulu qu'on fasse de la résistance civile en ne mettant pas en place le pass sanitaire, sauf qu'un maire, quand il s'agit d'un enjeu de santé publique, ne peut pas jouer avec ça. Alors je dirais que ça a été un véritable obstacle. Hein. Alors la sortie Covid nous a permis, mais on a vécu des questions, quand je dis on, c'est-à-dire il n'y a pas que moi, hein. Toute l'équipe, on a vécu de grands moments de doute à ce moment-là, y compris de doute, est-ce qu'on continue ou pas ? Parce que c'est venu perturber notre cohésion d'équipe qu'on avait déjà eu. C'est pas qu'on n'était pas, il n'y en avait pas au départ, mais 2 ans, beaucoup de temps sans se voir. C'est difficile de commencer un mandat comme ça. Donc, votre question me renvoie plutôt à ce moment-là. Et vous avez réussi, c'est grâce aux outils collaboratifs d'intelligence collective aussi que vous avez réussi à passer le cap et à vous réconcilier ? Oui, 2 personnes ont choisi de démissionner parce que la majorité de l'équipe disait il y a un moment, quand il s'agit d'un enjeu public, même si on est en gouvernance partagée, il y a un moment, c'est le maire qui va en prison, quoi. Et ça veut dire on ne joue pas avec ça, parce que tant qu'il ne se passe rien, c'est OK. S'il y a un problème, c'est une autre histoire. Donc il y a des moments, quand il s'agit d'enjeux de sécurité, quelle qu'elle soit, où il faut bien que le maire décide, même si par ailleurs on essaie de traverser de travailler tous en ayant un consensus dans nos décisions. Donc, mais oui, après c'est pareil, hein, avec... je pense que ça nous a redonné un élan pour avancer. Ouais. Est-ce que vous voyez maire encore longtemps ? Non. Non, je vous dis non. Déjà, ça va se discuter en équipe.
Ça va se discuter en équipe. Le nom qui me vient spontanément, c'est par rapport à mon espace de liberté. Mon espace de liberté, c'est-à-dire que je vous disais, quand j'arrive à partir 10 jours, quand j'arrive à le faire, moi, ce qu'on a convenu avec les collègues, je suis d'astreinte tout le temps, mais quand je m'en vais, il faut qu'il y ait un relais. Ce qui me permet de temps en temps de prendre 10 jours, 2 semaines maxi. Après, c'est vrai que c'est... Bon, quand j'arrive à prendre 2 semaines, c'est bien, quoi. Et il y a vraiment un relais, c'est-à-dire qu'on voit avec l'équipe qui vient, si la secrétaire est là, signer les papiers, écouter les messages si elle n'est pas là, relever le courrier. Et puis, en cas d'urgence, qui peut-on appeler sur la commune? Alors, bon, je garde une appétence pour la fonction de maire, même si un collègue qui a démissionné, avec qui je suis en très bons termes, m'avait dit à un moment, quand on est élu, tout le monde devrait être élu au moins une année. Et il m'avait dit, c'est comme si on voyait que le mauvais côté des gens. On avait mis en place une boîte à idées, mais c'est dingue les horreurs quelquefois. Et par exemple quoi, vous avez quelque chose de concret? C'est pas moi c'est lui qui relevait la boîte à idées. Par contre, on a une boîte à idées devant la mairie où là c'est très joli. La première qui a mis son idée, c'est une mésange qui est venue faire son nid. Si c'est pas beau dans une commune qui met en place de la biodiversité. Alors longtemps, on va en discuter en équipe. On s'est dit que c'était pas trop... Faut pas en parler trop tôt parce qu'il s'agit pas de se démotiver. Bon, moi aussi, j'ai l'âge que j'ai. C'est aussi qu'est-ce que je veux faire du temps, je sais pas combien de temps. Voilà, même s'il y a des politiques quelquefois qui... Enfin, pour moi, la politique déjà... c'est vraiment l'action. C'est l'action qu'on mène au quotidien. Parce que s'il n'y a que des discours et pas d'action, on est dans le discours politicien. Et pour moi, la politique, elle est plus dans les actions qu'on mène au jour le jour, les actions effectives en lien avec nos valeurs et notre projet. Vous allez être la Joe Biden de la Mayenne. Non. Puis c'est bien qu'il y ait des relais. Bon, c'est bien que ça rejoint ce que je vous disais, ce que mon collègue avait dit. Il faudrait que tout le monde puisse faire, parce que la mairie, c'est dans le discours de certains une espèce d'entité, la mairie. Et en fait, on est les ennemis de personne, quoi. Ouais. En fait, vous êtes des humains. On est des humains, puis on essaie de faire le maximum pour aider les gens dans leur vie quotidienne, les associations. On fait de notre mieux et ouvert à la discussion parce que notre mieux n'est pas forcément le mieux de quelqu'un d'autre, mais on peut toujours en parler. Et quand on en parle, on peut trouver des solutions ensemble. Justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite monter sa liste en 2026 ? De prendre le temps d'aller chercher des compétences pour vraiment essayer d'avoir une complémentarité de compétences en lien avec les besoins d'une commune. De sortir de la... Enfin, moi, j'ai pas d'ego par rapport à ça, d'un fonctionnement pyramidal et de faire confiance. Oui, c'est ça, de faire confiance, même si on n'emploie pas les mots gouvernance partagée, mais c'est quand même de discuter avec l'équipe. Ce qu'on a commencé à faire, commençons par mettre à plat les valeurs importantes pour nous. C'est-à-dire que avant de démarrer cette mandature, chacun d'entre nous a écrit pour lui sur des post-it les valeurs importantes pour lui qu'on a affichées et on a obtenu un mur de valeurs. Bonne nouvelle, on avait les mêmes. Parce que même si les chemins sont divergents, si on est réunis dans des valeurs communes, on va y arriver, c'est sûr. Et puis accepter la divergence. Je disais tout le temps, et je lui dis toujours à un collègue qui a l'impression d'être toujours celui qui n'est pas d'accord, mais je lui dis, c'est toi qui nous fais avancer. Parce que ceux avec qui je suis d'accord, ça me fait du bien, ça me conforte sur le chemin dans lequel je suis, mais celui qui apporte un point de vue divergent, c'est celui qui me permet de voir les choses autrement et d'enrichir la proposition. Donc ce serait ça aussi, d'être à l'écoute des divergences qui nous font avancer.
On va essayer. Merci Madame Mandeli. Est-ce qu'on dit Madame le maire ou Madame la maire? Alors, c'est la question que je me suis posée quand j'ai été maire. Pour moi, très clairement, c'est là. Mais on peut dire les deux. Et la mairesse, c'est la femme du maire en France. Donc, chez moi, la mairesse, c'est mon mari. Merci beaucoup, Madame la maire. Et bonne journée à Monsieur la maire, à Monsieur le mairesse. En espérant que cette discussion ait ravivé en vous votre envie de vivre ensemble, je vous invite, tout comme moi, à envisager un avenir où le tu qui tue laisse place à une communication positive et bienveillante. Puisse demain vous inspirer à écouter attentivement ceux qui vous entourent, à tendre l'oreille aux préoccupations de vos proches et peut-être à toquer à la porte de votre voisin âgé et solitaire pour partager un moment de convivialité avec lui. Si vous ressentez le désir d'aller plus loin, d'insuffler un esprit de démocratie participative dans votre territoire, je vous invite à prendre contact dès maintenant avec la coopérative Fréquence Commune. Cette organisation créée en 2020 accompagne et forme bénévolement des listes citoyennes à travers toute la France. Parce que les élections municipales 2026 se dessinent dès 2024. Comme le disent les paroles de Gandhi, reprises par Madame la maire Mandeli, « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Je vous souhaite une excellente année à venir et j'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vie de mère. D'ici là, pour soutenir le projet, vous pouvez me laisser des étoiles sur votre application d'écoute et partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Chaque geste est précieux pour m'aider à continuer à porter la parole de nos élus locaux. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine Vie de mère.